Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Burkina Faso. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Et justement, comment les Burkinabés ont-ils vécu la double attaque qui a frappé Ouagadougou ce vendredi 2 mars? Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. On les écoute, on en parle après. Je l'ai vécu comme tous les Burkinabés. C'est vraiment un drame, quelque chose vraiment bon, qu'on s'y attendait un peu. Parce que vu les attaques précédentes, je pense que c'était quelque chose quand même qui, je ne dis pas qui était attendu forcément, mais qui était probable. Parce que c'est des gens qui ont attaqué plusieurs pays, des pays développés dont le système de défense est plus sophistiqué que le Burkina, comme les États-Unis, la France, presque toute l'Europe quand même a vécu ce genre de phénomène. Je crois que le peuple burkinabé doit être fort et uni vraiment pour pouvoir s'en sortir. Bon, nous on était dans le bureau, en haut de l'immeuble, au premier niveau, mais on a vécu ça vraiment dans la peur parce que il y a quelque chose qui est tombé sur la toiture. Vraiment, ça fait beaucoup de bruit. On n'arrive même pas à voir l'escalier pour descendre. C'était un bruit de la poussière. Donc, beaucoup de gens ont été traumatisés. D'autres même disaient qu'il y a l'immeuble qui a une partie qui a été écroulée. Bon, on a vécu ça comme ça dans la peur. C'est une situation que nous tous nous avons vécue. Et nous pensons quand même que nos forces de sécurité et de défense ont agi vraiment en patriote, là où ils ont réussi en tout cas à mettre, à neutraliser ces bandits qui sont venus pour essayer de bouleverser en tout cas notre programme, le programme du président. C'est tout à fait normal. Il est le chef de l'État. Quand il y a un événement de ce genre, il doit parler à la télé. S'il parle à la télé, il ne faut pas qu'après, il n'y a pas de réaction concrète sur le terrain. C'est ces réactions-là que nous, on attend. Effectivement, c'est vrai. Dès qu'il y a un événement comme ça, ça nous va tout droit au coin. Si le premier responsable du pays sort de son silence pour donner un message comme ça réconforte beaucoup les gens. En tout cas, on n'a pas peur du tout. C'est une question mondiale. À tous les niveaux, il y a des attaques. Mais il faudra quand même que les autorités en place puissent quand même trouver des voies et moyens, des équipements appropriés pour équiper la défense et la sécurité pour parer à ces éventuelles situations. Alors, un intervenant dit, ils nous ont déjà frappé 2 fois. On s'y attendait d'une certaine manière, on attendait qu'ils frappent encore à nouveau et c'est fait. Maître Issaka Zampaligré, on voit les Burkinabés choqués certes, mais debout. Debout, ils n'ont pas peur. C'est un sentiment que vous avez vécu là-bas puisque vous étiez sur place justement au moment où se déroulait cette double attaque. Rien ne viendra à bout, ni la violence, ni la terreur ne viendra au bout d'aucun Burkinabé. Cette terre est imprenable. Et les terroristes le savent. On peut se demander qu'est-ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas établir un État islamique au Burkina. Mais ce qu'ils veulent, ils veulent établir une zone de non-droit. Moi, c'est ce que je pense. Cette fois-ci, le degré supérieur de cette attaque-là, c'est que c'est dans la surprise générale en plein jour qu'ils attaquent. Dans le passé, ils attaquaient des cibles moues, donc ce n'étaient pas des cibles qui pouvaient réagir. Cette fois, ils ont choisi d'attaquer une cible où ils s'attendaient à de la riposte. Donc c'est un peu cela la difficulté ou le degré supérieur. Mais encore une fois, nous pensons qu'il faudrait que l'on quitte la position défensive pour amorcer définitivement avec le discours du président Kaboré la politique offensive. Il nous faudra aller dans la tanière de ce terroriste pour l'éliminer et faire abstraction de toutes nos convenances peut-être diplomatiques, même s'il faut les négocier avant, mais il faudrait clarifier cette situation. Oui, mais maître, quand vous dites ça, là vous parlez des chefs, vous parlez des têtes
de ces groupes. Mais est-ce qu'on a réellement affaire à un groupe structuré avec des démembrements qui reçoit de l'ordre de la hiérarchie? Est-ce qu'on n'a pas de petits groupes autonomes qui s'autogèrent? Pas nécessairement, puisque le communiqué de revendication de cette structure dénommée GESIM est quand même signé d'une tête pensante, d'une autorité morale. Et c'est celle-ci qu'il faut frapper. Ah oui. C'est celle-ci qu'il faut frapper. Tout comme ils ont voulu... Il faut décapiter le serpent. Il faut décapiter le serpent. S'ils ont voulu décapiter notre chef d'état-major général des armées, il faudra agir de même. Pourquoi cible-t-on l'état-major général d'une armée? La nôtre n'a pas un grand symbole parce que c'est un établissement presque civil, situé dans la ville, avec les civils au quotidien, et non pas dans une caserne militaire. Mais c'est cela aussi la logique. Alors, vous êtes juriste, maître Issaka Zampaligré. Ça supposerait quoi? Que à partir du moment où ce monsieur Yagali revendique l'attaque de Ouagadougou, que l'État burkinabé émette un mandat d'arrêt contre lui et qu'il demande à l'Algérie la possibilité d'aller le chercher dans sa tanière, comme vous dites? Ah oui, je crois que le tribunal de grande instance de Ouagadougou a certainement ouvert une enquête, et s'il s'avère que c'est de lui qu'il s'agit, les instruments légaux internationaux seront mis en branle en ce qui le concerne. Mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête là, que l'on profite du cadre existant du G5 pour aller plus loin dans cette intégration militaire et aller à la suite de ce monsieur, quel que soit l'endroit où il s'y trouve. Et un petit détail, l'on sait très bien, moi qui mène des travaux de terrain, là-dessus on sait très bien qu'il n'est pas loin de la frontière de l'Algérie, mais qu'il aussi entre Terragar, Abouressa, chez lui, des zones des no man's land comme ça, tout le monde le sait. Les Français en premier. Tout le monde sait où il se trouve. Tout le monde sait où il se trouve. Et vous précisez, l'armée française, l'opération Barkhane, c'est très bien où se trouve ce monsieur. Des raisons de stratégie, diplomatique ou autre. En tant que IAD, en tant qu'une icône de sa région, en tant qu'un élément intouchable, presque, Traoré l'a dit tantôt, de l'ordre sociologique local de la région de Kidal, ça veut dire peut quoi, enflammer. ce que vous dites, M. Maïga? Oui, souvenons-nous, certes, nous avons des États qui ne sont pas forts, mais George W. Bush, à la suite des attentats du 11 septembre, son discours a été quoi? Qui ne distingueront plus les individus des États. Oui. Ils ont attaqué l'Iran, ils disent qu'ils ne distingueront plus. Oui. Qu'ils iront à la tanière de Ben Laden pour le capturer, en commençant par l'Iran et en allant un peu plus loin, comme ils l'ont pensé. Ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple, mais le G5 existe. On est d'accord. On peut utiliser cet accord pour arriver à ce résultat. On est tout à fait d'accord. M. Zampaligré le dit, le droit de suite. C'est ça le premier point que ces 5 États doivent mettre en relief. Oui, droit de suite. Oui, mais M. Maïga, vous disiez quelque chose qu'il faut que vous nous expliquiez. Encore une fois, c'est vous le spécialiste du Sahel. Ici, il est finalement plus dangereux de capturer Yagali que de le laisser en liberté. C'est ce que vous voulez dire? Mais bien sûr, au niveau de l'État malien. Au niveau de l'État malien, là, les correspondants, Donc l'armée française, pour avoir la paix, préfère le laisser tranquille, c'est ce que vous expliquez? Justement, je pose des questions là-dessus. J'ai commencé au départ par dire, je n'ai que des questions à ce niveau-là. D'accord. Face à l'Algérie, face à la France... En tout cas, il est intouchable. Il est intouchable. Il est intouchable. Voilà. Monsieur, mais on sait où il est. On sait où il est, très bien. Et on ne peut pas faire cette émission sans revenir sur les causes sociales et structurelles du terrorisme. On a vu ces 7 Burkinabés qui se sont fait tuer, qui ont attaqué l'état-major du Burkina Faso. Qu'est-ce qui motive ces jeunes à s'engager au service de la violence gratuite et aveugle? La question doit se poser. Et le président Issoufou Mahamadou du Niger dit:
mutualisation des moyens militaires, mutualisation des moyens de renseignement, mais il nous faut le développement, il faut développer, il faut lutter contre la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est ça? Absolument. Pourquoi je pense le G5 Sahel, comme d'autres structures, bien sûr, marche sur ces deux jambes-là. Le terrain, la jambe militaire qui constitue donc toute cette force conjointe qui est en train de se mettre en place et monter en puissance, qui est prévue, dont la montée en puissance est prévue d'ici mi-2018, mais aussi l'autre jambe qui constitue les questions de développement, qui est une réponse justement à cette question de pauvreté, avec au cœur la question du chômage de tous ces jeunes, mais aussi surtout cette question de l'école coranique. Et c'est une des questions qui mérite d'être étudiée et surveillée par nos États. C'est-à-dire que l'école coranique... Que l'État ait un droit de regard sur ce qui s'enseigne dans les écoles coraniques. Absolument. Formaliser ces écoles coraniques, les intégrer dans le système éducatif général de l'État. Bon, voilà, c'est qui n'est pas le cas. Dans le cadre de l'État laïque. Absolument. Oui, dans le cadre de l'État laïque. Eh bien, chaque fois que les promotions passent, finissent les études coraniques, eh bien, les engagements se font par masse. J'ai observé ça. En 2012, quand la situation s'est devenue catastrophe dans le nord du Mali, j'y étais. J'y suis allé. Eh bien, qu'est-ce que j'ai rencontré parmi les combattants de Oumar Ould Hamaha? J'ai été le seul journaliste à l'avoir rencontré pour un entretien en dehors de Cheikh Amadou Diawara, le correspondant de Reuters dans le nord du Mali. J'ai été le seul. Eh bien, j'ai vu ces éléments. Il m'a reçu pendant 15 jours à bord de son pick-up. Les photos sont dans le livre dont vous disposez. Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu? Des Nigériens, des Camerounais, des Maliens, non pas d'origine du Nord, des Maliens de l'intérieur. Bon, tous sortis des écoles coraniques. D'après leurs propres témoignages, il y a un journal malien, je vais faire la publicité ici, a publié le dossier complet là-dessus. Africable, votre collègue de l'Afrique occidentale, m'a reçu, j'ai raconté l'histoire telle que je l'ai vue. Tout à fait. Voilà, donc, c'est ça. C'est les écoles coraniques, il va falloir les formaliser, les mettre dans le cadre pédagogique d'État, du système d'enseignement général de l'État malien, pour pouvoir mieux les encadrer et les orienter. L'appel est sans doute entendu, mais Joseph Paligré, oui, juste très rapidement, on a beaucoup fait de fixation sur Iyad Agali. Il faut préciser et ajouter, je pense, que le problème n'est pas seulement Iyad Agali en tant que personnel individu intitulé, mais il s'agit de toute cette force qu'ils ont pu coaliser. C'est-à-dire que leur groupe, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est né de la fusion des Dansardine, d'Akmi, de Al-Mourabitoun, de Katiba, de Machina, etc. Donc, tous ces groupuscules qu'il faut combattre. Et là, je pense que il est très fondamental et très important. Je pense qu'on va revenir là-dessus pour la prochaine fois. C'est d'associer, comment faire associer l'Algérie à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et dans le Sahara. C'est fondamental. Et le rôle de la France, parce que la France même, elle a reconnu cette erreur d'avoir combattu les terroristes dans l'intervention dans le nord du Mali en 2012 et en stoppant l'armée malienne de ne pas monter à Kidal. Et ça a été une erreur fondamentale qu'il faut corriger aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait une coordination et d'information entre l'armée française, le dispositif de Barkhane et le dispositif du G5 Sahel. Sur le plan historique, la même France avait créé les grandes régions du Sahel et ça se trouve toujours dans cette politique-là. L'OCRS. Oui, l'OCRS. Je constate curieusement que dans tous ces conflits mondiaux, la cartographie de ces conflits s'identifie à la cartographie des zones minières des différents pays. On parle c'est des conflits artificiels, vous voulez? Je n'en sais rien. Je veux que l'on pousse plus loin la réflexion pour savoir pourquoi il y a à l'identique cette cartographie-là. Si on regarde dans le monde, et le cas du Sahel ne fait pas... Là où il y a des mines, j'ai l'impression que des conflits. Partout, quand vous regardez les conflits mondiaux à ce jour en Syrie et un peu partout, et celui du Sahel,
on constate également que ce sont des zones minières. Merci. Merci, Maître Issaka Zampaliré, d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Mahmoud Alpha Bonkaneye Maïga Mali, le chaos généralisé, c'est vous, l'auteur de ce livre spécialiste du Sahel. Merci de rien d'avoir accepté de participer à cette émission. Bakary Traoré, merci à vous. Également journaliste spécialiste du Sahel, analyste politique. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci.